Bonjour à tous et à tous. Bonjour Christophe Castaner. Bonjour. Vous êtes l'invité de la grande interview de la Provence dans nos studios. Vous êtes un macroniste de la première heure, un ancien du PS. Vous avez été porte-parole du gouvernement, puis ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, vous êtes patron des élus LREM à l'Assemblée nationale et député des Alpes de Haute-Provence, Forcalquier, je crois. On va parler aujourd'hui de On va parler de la crise sanitaire, bien sûr, de cette drôle de campagne pour la présidentielle et des législatives. Mais avant cela, l'actualité, c'est la guerre en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé en visio mercredi à l'Assemblée nationale. Que retenez-vous de son discours ? D'abord le courage du président Zelensky et le courage du peuple ukrainien qui résiste face à un agresseur, un oppresseur russe dont on sait la disproportion des moyens. J'ai entendu ce discours de courage, ce discours d'ambition, ce discours d'exigence et ce discours d'attente. Mais j'ai entendu aussi combien il a salué l'engagement total, plein et le leadership, je le cite, d'Emmanuel Macron qui aujourd'hui parle au nom de la France, au nom de l'Europe et toujours en lien avec les alliés. Et les événements internationaux, le sommet de l'OTAN, le sommet européen qui se tiennent au moment où on se parle, montrent aussi le leadership du président français. Les Américains parlent d'éventuelles nouvelles sanctions. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus au-delà de l'engagement total dont vous parlez ? L'idée est de faire en sorte que le coût de la guerre pour le président Poutine soit un coût extrêmement élevé. Et donc nous avons encore des possibilités de graduation supplémentaire dans les sanctions et l'Europe s'y prépare en lien avec ses alliés. Mais l'idée est que nous ne fassions pas la guerre à la Russie et donc que nous ne soyons pas co-belligérants dans ce conflit, que nous renforcions le soutien à l'Ukraine et notamment en assumant, tant au niveau national français qu'au niveau européen, et ça c'est une vraie nouveauté, que nous puissions armer aussi les Ukrainiens et que nous puissions les doter d'équipements létaux. D'accord. Plus d'armes, c'est possible. Oui, nous montons en puissance sur ces sujets avec évidemment le fait qu'il faut que le matériel mis à disposition soit compatible avec les capacités des soldats ukrainiens de l'utiliser. Je prends cet exemple tout simple qui est celui des moyens en matière d'aviation où là nous avons une difficulté. La France ne dispose pas de matériel susceptible d'intervenir et piloté par les forces ukrainiennes parce qu'ils ne sont pas formés sur ce type d'appareil. Et les 40 000 soldats de l'OTAN qui sont positionnés aux frontières, on ne les utilise pas. Les 40 000 soldats de l'OTAN sont là pour protéger l'Europe d'une éventuelle agression directement visée sur des pays membres de l'OTAN. Et donc c'est aussi pour faire comprendre au président Poutine que s'il devait, après son expansionnisme que nous avons connu ces dernières années et aujourd'hui sur l'Ukraine, vouloir aller plus loin, la sanction et la réponse seraient extrêmement fermes. Alors, il y a une autre conséquence, c'est la crise alimentaire qui nous guette, en tout cas qui guette certains pays du Maghreb, d'Afrique, c'est ce qu'expliquait Emmanuel Macron, mais peut-être aussi l'Europe. Là, quelles mesures faut-il prendre pour éviter d'en arriver là ? L'enjeu qui doit nous interroger dans ce que l'on vit, c'est la question de la souveraineté européenne et la souveraineté nationale. En matière énergétique, on peut évidemment en parler, mais vous avez raison, en matière alimentaire. Et derrière cette question de la souveraineté, il y a la crise mondiale alimentaire. Le président français a présenté hier, à la fois au sein du G20 et aujourd'hui au sein du sommet européen, la nécessité de construire un plan mondial d'aide et de prévention face à ce risque de pénurie que nous connaissons. Il faut avoir en tête que l'Ukraine est considérée comme ce sont les terres les plus fertiles du monde, notamment en matière de céréales, mais pas seulement. Et donc aujourd'hui, vis-à-vis de nombreux pays d'Afrique, c'est la principale ressource. Donc nous devons sur ce sujet anticiper. Et puis en France, nous devons aussi accompagner notamment les éleveurs, parce que l'Ukraine est un fournisseur important de tournesol, de maïs, de produits qui sont nécessaires pour l'élevage, y compris dans notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc le gouvernement a mis en place un plan de résilience qui nous permet de résister à ces sanctions. L'objectif est que toutes les sanctions que nous prenions fasse en sorte que le coût de la guerre pour Vladimir Poutine et les autorités russes soit le plus élevé possible. Et en même temps, nous devons aussi protéger les Français des conséquences de ces actions et de ces sanctions. Vous évoquez la souveraineté, notamment énergétique. Cette crise a accéléré l'augmentation des prix du carburant. Est-ce que vous estimez que les mesures du gouvernement sont acceptables aujourd'hui, suffisantes en tout cas ? D'abord, c'est le coût de toute l'énergie qui a explosé ces derniers mois et de façon accentuée avec la guerre en Ukraine. Et vous avez remarqué que la France est le seul pays d'Europe et peut-être même du monde où nous avons mis en place un bouclier tarifaire qui fait en sorte que ni le gaz ni l'électricité une hausse limitée de 4%, ne connaissent une augmentation aussi forte qu'en Italie, en Allemagne, où les augmentations sont de 50%. Nous avons déjà beaucoup fait. Et puis il y a la question de l'essence, la volonté du gouvernement de réagir vite avec une baisse dans quelques jours à la pompe de 15 centimes par litre. Le 1er avril.
au 1er avril. Et je sais que cela ne permet pas d'amortir la totalité de l'augmentation du prix. Et nous travaillons sur d'autres mesures. Mais nous sommes aujourd'hui effectivement confrontés à cette augmentation qui montre bien la question de notre dépendance à des pays étrangers. Et nous avons pendant ce quinquennat accompagné 1 million de foyers en France pour changer de véhicule, aller vers des véhicules plus sobres, aller vers des véhicules électriques. Et nous devons renforcer encore cela. Parce qu'au-delà de ce moment dramatique de ce qui se passe en Europe, dans notre Europe de territoire, il faut faire en sorte de réaffirmer le besoin d'indépendance. Et donc le changement de modèle, y compris de modèle de voiture, est quelque chose de nécessaire. Sur le nucléaire, par exemple, on a l'impression que le président Macron a un peu évolué ces dernières années. Ça peut être une solution pour cette souveraineté énergétique ? L'enjeu de cette crise, à la fois liée à l'Ukraine, mais une crise plus profonde sur la question des énergies, montre que nous avons 2 combats à mener. Celui de la décarbonation de l'énergie, mais aussi celui de la souveraineté. Dans ces 2 combats, celui de la souveraineté passe par un plan d'action qu'a présenté le président français il y a quelques mois à Belfort, qui vise d'abord à diminuer notre consommation massivement dans notre pays à objectif de 2050 avec 40% de consommation en moins, à faire monter en puissance les énergies renouvelables. Et je sais les conflits d'usage que nous connaissons et le fait que tout le monde est favorable aux énergies renouvelables, mais pas à proximité de chez soi. Et donc il nous faudra sur ce sujet les éoliennes, les parcs photovoltaïques, voire même les éoliennes en mer. Il y a toujours un risque de conflit d'usage, il faut débattre de cela, mais il faut avoir le courage d'assumer de poursuivre le développement des énergies renouvelables. Je note que Marine Le Pen, qui n'est pas à une promesse prête, annonce qu'on va démonter la totalité des éoliennes. Ça veut dire qu'on est un peu plus dépendant des pays étrangers sur les énergies classiques. Et puis le 3e pilier, celui que vous avez évoqué, baisse de consommation, montée en puissance des énergies renouvelables, c'est effectivement le choix du nucléaire. Et nous sommes dans une région, avec Cadarache par exemple, ce formidable site de recherche. Je ne dis pas formidable parce que mon père y était, que mon frère est retraité aussi de ce centre et que mon neveu y travaille. On sait le poids économique sur notre territoire au confluent de 4 départements de notre région. Mais nous avons là du savoir-faire, nous avons le projet de recherche ITER et nous avons au fond pris du retard sur notre propre développement en France. Et donc le président, il y a à peu près 1 an, dans l'objectif de France 2030, avait annoncé un plan de recherche sur les petits réacteurs nucléaires et nous devons remettre à niveau notre parc et le renforcer. Ça, c'est un engagement à 15 ans, 20 ans, parce que c'est le temps nécessaire, mais nous faisons aussi le choix d'une énergie nucléaire quand d'autres considèrent qu'il faudrait tout arrêter. Là aussi, décarbonation et souveraineté passent par l'énergie nucléaire. Ah, il y a une actu dont on parle un tout petit peu moins, à cause de la guerre en Ukraine évidemment, mais elle est toujours là, c'est le Covid. Si on fait un petit flashback, il y a 2 ans, vous étiez ministre de l'Intérieur quand vous avez décidé de confiner. Aujourd'hui, on en est plutôt au déconfinement total, y compris des esprits, et la pandémie remonte, les chiffres en tout cas remontent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on attend les élections pour dire aux gens de remettre les masques après les élections? Vous savez, toutes les mesures de freinage ou d'empêchement, avec notamment le confinement que nous avons pris au début, et la France n'est pas le seul pays au monde, la plupart des pays au monde ont arrêté des stratégies très offensives, certaines de façon plus offensive encore, avec par exemple la Chine en ce moment même, où on ferme totalement des villes de plusieurs millions d'habitants pour quelques cas. Ce n'est pas le choix que nous avons fait, mais toute cette stratégie visait à empêcher l'embolie de nos hôpitaux, parce qu'on avait un risque de saturation, de débordement dans les hôpitaux. Aujourd'hui, vous avez totalement raison, on a une augmentation du taux de personnes qui attrapent le Covid dans notre pays, et donc votre question permet de rappeler la nécessité de la prudence, des gestes barrières qui continuent à être d'actualité. Dans les lieux publics, si vous pouvez porter le masque, protégez-vous et protégez les autres. Mais ce que nous constatons, c'est que nous avons une légère augmentation du nombre d'hospitalisations. Nous sommes toujours aujourd'hui dans une diminution du nombre d'hospitalisations en réanimation, et donc il n'est pas nécessaire de prendre de nouvelles mesures. Donc ça n'est pas le calendrier électoral qui doit dicter ce que nous faisons. Parce que vous savez que c'est un reproche qui vous est fait, bien sûr. Hein. Mais qui est d'autant plus facile que je note qu'à Marseille, dans quelques jours, le professeur Raoult, que beaucoup ont totalement vénéré et identifié comme une star qui allait sauver le monde, accueille un séminaire d'anti-vax et de complotistes divers et variés. Là-dessus, nous n'avons jamais changé. Nous avons écouté les scientifiques pour prendre des mesures sur un objet, le Covid, que personne ne connaissait, que personne ne maîtrisait, et où beaucoup ont dit tout et n'importe quoi. Ce fut difficile, y compris pour le président de la République, pour le gouvernement, parce que
Vous savez, quand qui on lui-même allait construit... vers le professeur Raoult. Mais bien sûr, parce qu'on avait besoin d'entendre toutes les lignes, toutes les opinions pour se faire une opinion. Mais l'idée, c'est de toujours avoir écouté les scientifiques dans leur globalité qui nous ont conseillé et que nous avons accompagnés. Si les scientifiques demain disaient qu'il faut prendre de nouvelles mesures de freinage, nous le ferons. Et même avant les élections, mais le calendrier fait que normalement, la tendance que nous connaissons nous permettra d'éviter cela. Et l'arrivée de l'été, des beaux jours, devrait permettre aussi, de façon très naturelle, de retrouver une tendance baissière de la diffusion du Covid. Donc si le taux de réanimation, d'hospitalisation en réanimation augmente, vous prendrez de nouvelles sanctions. Le gouvernement n'hésitera pas une seconde s'il y a un risque de saturation des hôpitaux. Et saturation, c'est à la fois pour le Covid, mais aussi ce qui empêche toutes les urgences que nous connaissons au quotidien, les déprogrammations. À ce moment-là, le gouvernement prendra des mesures. Nous ne sommes pas sortis d'un claquement de doigts de cette situation. Et donc j'invite chacune et chacun à la vigilance constante. Mais notre objectif, et vous l'avez vu, la France d'ailleurs, c'est différencié de certains des partenaires, a toujours été de mettre le maximum de mesures de freinage, de faire porter l'effort sur ceux qui ne sont pas vaccinés, parce que nous avons, c'est une force de notre pays, un taux de vaccination particulièrement élevé par rapport à d'autres pays, qui fait qu'aujourd'hui, même avec la diffusion du Covid, le taux de cas graves reste assez faible. Donc vous avez été ministre de l'Intérieur, comme le disait François. Que pensez-vous quand votre successeur, Gérald Darmanin, évoque une autonomie possible en Corse ? Moi, j'ai toujours été attentif à la Corse. D'abord, mon tropisme méditerranéen doit jouer sur cela. Et quand j'étais ministre de l'Intérieur, et je sais l'identité corse, je sais la fierté corse, je sais ses réalités, ses différences. Et j'ai toujours plaidé pour que nous puissions accorder à la Corse un statut particulier. Comme le président de la République, quand il s'était rendu à Furiani, alors candidat, j'étais à ses côtés, puis à Bastia. Nous avions souhaité d'ailleurs inscrire dans la Constitution cette identité corse. Le Sénat a empêché que cette réforme constitutionnelle aboutisse, mais ça reste pour nous un sujet. Il y a quelques mois, mon groupe a fait en sorte qu'une proposition de loi portée par Jean-Félix Acquaviva, un député corse, sur la question de la menace immobilière qui pèse sur la Corse, et donc pour armer la Corse d'une loi spécifique sur ce sujet, mon groupe l'a fait adopter. Et donc nous sommes dans une discussion et dans un schéma de dialogue qui se poursuit. Et puis il y a les événements que nous avons connus. L'assassinat d'un prisonnier qui, dans une prison de notre région, à Arles. Je note d'ailleurs que c'est le premier assassinat islamiste que nous avons connu dans les prisons. Et donc ça montre aussi que tous les efforts que nous avons faits pour suivre aujourd'hui à peu près 1 millier de prisonniers qui sont en prison, soit pour des faits terroristes, soit dont on a identifié les phénomènes de radicalisation, sont suivis, est particulièrement important. Et donc après ce décès, il y a une émotion extrêmement forte en Corse, il y a eu des manifestations. Gérald Darmanin dit 2 choses. 1, retour de l'ordre, ou sinon nous ne discutons pas. 2, on prend un calendrier qui chevauche l'élection, et qui chevauche d'ailleurs le mandat de Gérald, le mien, ou celui du président de la République. Et d'ici la fin de l'année, on travaille sur tout ce qui peut permettre de donner plus d'autonomie à la collectivité territoriale corse, parce qu'elle a fait la preuve aussi de sa capacité à agir. Vous êtes pour la reconnaissance du peuple et de la langue corse. Vous évoquiez l'identité tout à l'heure. D'abord, je crois au peuple français. Et dans le peuple français, il y a des différences. Je ne crois pas à un peuple territorial spécifique. Par contre, la langue, la culture est particulièrement importante. Elle existe dans notre région et le provençal fait partie de ces cultures. Et je suis favorable à cette reconnaissance, au soutien à l'enseignement. Elle est plus forte encore en Corse et donc nous devons l'accompagner. Par contre, pour moi, la langue de l'État, mais la langue des collectivités locales et la langue des Français est le français. Pas le provençal, pas le nissar, pas le corse. Nous sommes à 15 jours du premier tour de l'élection présidentielle qui a lieu le 10 avril. Que pensez-vous de cette drôle de campagne ? Elle est difficile, cette campagne, et elle est perturbée par la guerre en Ukraine que nous connaissons. Elle est difficile pour le candidat Emmanuel Macron, parce que son obligation présidentielle, son engagement total, et nous en avons parlé dans la recherche d'un cessez-le-feu en Ukraine, l'empêche de faire une partie de la campagne. Mais nous devons faire la campagne, parce que la campagne présidentielle, elle est essentielle. Donc nous sommes sur le terrain. Nous étions, il y a 2 jours, à Nice, aux côtés de Christian Estrosi. Nous serons ce soir dans les Alpes de Haute-Provence. Je serai demain à Bordeaux. Nous sommes nombreux à faire cette campagne, à aller sur le terrain, et c'est un peu notre ADN, notre engagement. Et les militants de la majorité présidentielle, vous le savez, vous le voyez quand vous sortez sur les marchés, sont présents parce que Emmanuel Macron a fait des propositions ambitieuses,
fortes, puissantes, qui peuvent être contestées, qui peuvent être critiquées, dont nous devons débattre, et c'est ce que nous voulons. Et c'est vrai que moi, je veux parler de ces propositions plutôt que de voir des candidats face à nous qui n'ont comme seul projet que de critiquer Emmanuel Macron. On a l'impression, beaucoup le disent, que l'élection est déjà pliée, les sondages sont là, Emmanuel Macron a paru plutôt sûr de lui lundi dernier lors de la conférence de presse. C'est le danger qui guette La République En Marche, ça, et ses partenaires ? D'abord, c'est non seulement un danger, mais c'est une faute. C'est une faute politique de penser et de pouvoir laisser penser aux Français que votre vote ne compte pas, l'élection est déjà jouée. Et puis, c'est une faute d'analyse. Quand on a un peu d'expérience politique, on sait que rien n'est joué. Et aujourd'hui, on voit bien comment certains candidats se faufilent discrètement. Je pense à Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est la Harry Potter de la politique. Harry Potter, il avait... Attention, c'est un magicien, Harry Potter. Oui, mais il avait la cape d'invisibilité. Elle nous a inventé la cape de banalité derrière laquelle elle se cache. Mais ça ne change rien sur la réalité de ce qu'elle est. Et donc, oui, aujourd'hui, nous avons aussi besoin de cette campagne, de cette confrontation. Et je vous le dis, rien n'est joué. Et dans une élection, penser que les choses sont faites d'avance est toujours une erreur. Moi, je sais que l'humilité n'a jamais tué personne. L'arrogance en politique, oui. Marine Le Pen est-elle toujours aussi redoutable? Vous l'attaquez là nommément. Elle est toujours aussi redoutable? Vous avez peur d'elle pour un deuxième tour éventuellement? Moi, j'ai surtout peur de ses idées, de ce qu'elle porte. Vous savez, il y a quelques années, j'avais un adversaire politique, Christian Estrosi, qui conduisait une liste aux élections régionales. Je conduisais une autre liste aux élections régionales. Et face au risque que Marion Maréchal Le Pen soit présidente de ma région, je me suis retiré. Non pas parce que j'avais un problème avec Marion Maréchal Le Pen, ou j'aurais un problème aujourd'hui avec Marine Le Pen, mais parce que les idées qu'elle porte, au pluriel, sont des idées qui sont dangereuses pour ce que nous sommes. Alors, aujourd'hui, Marion Maréchal est avec Éric Zemmour, mais là aussi, c'est pas parce que Éric Zemmour a pris les oripeaux du maréchal Pétain que ça fait de Marine Le Pen le général de Gaulle. Ça sent le deuxième tour quand même entre Emmanuel Macron, un bis repetita, et Marine Le Pen. Qu'est-ce qui pourrait changer ? Comme pour la victoire évoquée, je pense que le premier tour n'est pas écrit non plus. Il est vrai qu'il y a des tendances lourdes qui sont indiquées par les sondages, mais il est vrai aussi que les sondages peuvent se tromper. En attendant, ça crée énormément de doutes chez les gens, un peu de résignation. On voit les projections des sondeurs sur l'abstention, sur l'indécision aussi. Ça aussi, c'est l'autre danger de cette élection, qui a un risque de glissement démocratique. Oui, et je lisais La Provence ce matin même, qui montrait justement cette part de doute et cette part de résignation. Je trouve que vos deux mots sont assez justes. Il n'y a pas d'enthousiasme pour la vie politique en France. C'est un constat. Il y a un rejet global du monde politique, j'en fais les frais, avec cette idée de déconnexion, que nous serions ailleurs, etc. Qu'on vienne me croiser à Forcalquier et vous verrez combien je ressemble à n'importe qui, avec les responsabilités de n'importe qui, même s'il m'arrive de passer à la télé. Mais je peux dire que ça ne change pas la nature humaine. Mais une chose est sûre, c'est que les Français sont intéressés par la politique, sont même passionnés par la politique, mais pas par les femmes et les hommes politiques. Et au fond, ils se disent, à quoi ça, c'est ça. Ils se disent à quoi ça sert d'aller voter. Donc c'est notre responsabilité. Emmanuel Macron a présenté la semaine dernière un programme ambitieux. Il a pris le temps devant 300 journalistes de répondre à toutes les questions. Résultat, les sondages l'ont montré cette semaine, c'est intéressant. Si vous interrogez sur le programme, les Français répondent non, on est contre. Si vous interrogez sur toutes les mesures du programme, à une exception près, elles sont très largement soutenues. Et donc on voit bien que nous n'avons pas réussi à parler assez de nos propositions. Et donc c'est ce que nous devons faire au quotidien. Il y a un besoin d'oxygéner la vie politique. Est-ce que ça passe par cette réforme des institutions qui avait déjà été promise en 2017 Il ne faut pas accélérer là-dessus ? Elle est nécessaire, mais... Plus de participation des gens. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a suggéré. La réforme institutionnelle est nécessaire et le président a souhaité une méthode, le candidat. J'ai toujours du mal. Le candidat a souhaité une méthode particulière, qui est celle de prendre le temps et sur les institutions de réunir tous les partis politiques. Mais il y a aussi celle de la réinvention de notre façon de décider. Je raconte souvent cette expérience. Quand j'ai été élu maire de Forcalquier en 2001, si nous devions abattre un arbre, nous l'abattions et tout le monde se disait c'est normal, il devait présenter un danger pour les enfants qui passaient là. J'ai arrêté d'être maire quand je suis rentré au gouvernement en 2017. Les services techniques de Forcalquier savaient que pour abattre un arbre, il fallait faire de la communication, voire même une réunion publique. Au fond,
Parce que j'étais devenu peut-être un assassin d'arbre. Non, je n'étais pas un assassin d'arbre. Mais il y a un besoin de savoir, de partage, de connaître. Et donc on doit changer, quand on est maire de Forcalquier, maire de Marseille ou président de la République, la façon de faire. D'où cette idée de participation, de grands débats permanents, de conventions citoyennes qui sont aussi de bons outils qui sont nécessaires. Il faut les faire évoluer. Nous avons fait des propositions pour les faire évoluer. Mais il faut multiplier ces occasions de pédagogie et d'appropriation. Alors, vous avez eu une petite phrase l'autre jour sur les lâches, les candidats lâches qui promettent des aides, mais qui ne demandent pas de compensation en échange. La gauche vous est tombée dessus à bras raccourcis. Est-ce que ça veut dire que votre programme est de droite ? Non, et je pourrais faire la liste longue des mesures que nous portons, la solidarité à la source. J'aurais aimé que la gauche puisse le porter, voire même puisse le faire, elle ne l'a pas fait. Le fait que tous les couples qui vivent ensemble aujourd'hui, sans forcément être mariés ou sans forcément avoir un contrat entre eux, puissent avoir la même fiscalité que les autres couples. Le partage des profits obligatoire, c'est dans le programme d'Emmanuel Macron. Toute entreprise qui verserait des dividendes doit construire une solution de partage des profits avec les salariés, avec le patronat. Ce sont des mesures qui peuvent être de gauche. Mais même la fin des régimes spéciaux, je pense pour moi que c'est une mesure de gauche. L'augmentation du minima de retraite de 1 100 €, ça peut l'être aussi. Mais au fond, tout ça ne veut plus rien dire. Et la retraite à 65 ans, c'est plutôt de droite. Mais tout ça ne veut plus rien dire. C'est-à-dire qu'on peut dire que augmenter la retraite des plus petites retraites serait de gauche et que faire travailler plus serait de droite. La réalité, c'est quoi? C'est que si nous voulons financer la solidarité nationale, il faut travailler plus. Vous savez, c'est simple. Soit vous baissez les droits, soit vous augmentez les impôts, soit vous travaillez plus. Nous faisons le choix que la société française puisse travailler plus. Et nous le faisons, comme pour le RSA, où nous voulons favoriser l'insertion et retrouver l'insertion du RMI porté par, à l'époque, François Mitterrand et Michel Rocard, mais voté à l'unanimité. Donc je ne sais pas si c'est de droite ou de gauche pour revenir à votre question. Se redonner les moyens de prendre quelqu'un par la main, de l'accompagner, de le former, de l'aider à faire un CV et qu'il consacre 15 à 20 heures par semaine parce qu'il a une aide de la solidarité nationale, je pense que c'est essentiel. Et qu'effectivement, je l'ai dit, se contenter de verser une allocation en ne se préoccupant pas de l'accompagnement, c'est une réponse qui est lâche. C'est ça que j'ai voulu dire. Et moi, je préfère nous donner les moyens de l'accompagnement. Alors oui, j'ai vu, comme d'hab, la gauche qui, depuis 5 ans, ne cesse que de s'émouvoir et pas de réfléchir, et on voit l'état politique où elle est, dire « Ah mon Dieu, c'est terrible ». Eh bien non, c'est pas terrible. Nous avons mis en place un dispositif « Un jeune, une solution ». Nous avons accompagné 4 millions de jeunes dans ce pays vers une formation, vers un emploi. Et ça a marché. Aujourd'hui, le taux de non-emploi chez les jeunes est le plus faible que nous ayons enregistré depuis 35 ans. Alors est-ce que c'est de gauche ou est-ce que c'est de droite? Moi je vais vous dire, donner du boulot aux gens, généralement c'est peut-être plus de gauche parce que les accompagner c'est pour les plus fragiles. Mais cette même gauche dit que ces emplois nouveaux, effectivement, trouvés grâce à la réforme de l'apprentissage, etc., c'est beaucoup encore d'emplois précaires. Mais c'est n'importe quoi parce qu'y compris le taux de CDI augmente dans notre pays. Mais vous voyez, c'est l'incantation. Moi je suis toujours de gauche, mais la gauche du réel, la gauche du faire, pas la gauche de la doctrine et du petit livre rouge qu'on m'a donné quand je suis rentré au Parti Socialiste. On vous a donné un petit livre? Non, je blague, c'est une image. La droite régionale a en partie basculé dans la Macronie depuis les dernières élections régionales, justement, avec les ralliements de Christian Estrosi, Hubert Falco, Renaud Muselier ou Martine Vassal. Vous aviez tendu la main à Renaud Muselier à l'époque, pendant cette campagne des régionales. C'est votre œuvre, tous ces ralliements? C'est grâce à vous? Peut-être que le fait que nous ayons tendu la main à ce moment-là y a contribué, c'est bien. Mais de toute façon, tendre la main à ce moment-là, comme je l'ai fait, y compris dans vos colonnes de la Provence, c'était juste être ce que nous sommes. Emmanuel Macron a fait du dépassement politique le cœur de son engagement politique. Quand il nomme Édouard Philippe Premier ministre, ça n'est jamais arrivé sous la Ve République qu'un président assume de prendre comme Premier ministre quelqu'un qui vient d'un camp qui n'est pas le sien. Édouard Philippe n'a pas fait la campagne des présidentielles pour Emmanuel Macron. Nous, oui, on aurait pu dire, alors c'est nous. Eh bien non, il a choisi, et il a fait un bon choix, de nommer Édouard Philippe de la même façon avec Jean Castex. Et donc aujourd'hui, des hommes comme Christian Estrosi, Hubert Falco, Renaud Muselier ou des femmes comme Martine Vassal se retrouvent dans la majorité présidentielle est une bonne chose. Ça montre qu'effectivement, on peut chercher chez chacune et chacun les bonnes énergies pour faire en sorte qu'on avance et qu'on ne se pose pas la question de savoir si une idée est de droite ou si une idée est de gauche, qu'on se dise juste laquelle est la bonne et qu'on essaie de la mettre en œuvre. C'est ce que vous appelez dans la Macronie le grand dépassement? Vous avez réussi en prononçant le Côte d'Azur? Je n'aime pas l'expression le grand dépassement parce que oui, ça rappelle une autre sonorité que j'aime moins. Mais le dépassement politique, oui, je pense que c'est essentiel. Vous savez, vous citiez l'apprentissage.
J'étais vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous vous en souvenez, je travaillais sur les questions d'apprentissage. C'était formidable l'apprentissage. On en parlait régulièrement dans les deux camps, de gauche et de droite. Et en gros, si vous étiez pour l'apprentissage à 14 ans, vous étiez un affreux de droite. Et si vous étiez pour l'apprentissage à 16 ans ou plus tard, vous étiez un laxiste de gauche. Résultat, l'apprentissage dans notre pays ne marchait pas. On avait des taux 2 fois inférieurs à l'Allemagne. En 2017, quand nous avons été élus, il y avait 290 000 apprentis dans notre pays. On a réformé en profondeur l'apprentissage. D'ailleurs, même Renaud Muselier avait beaucoup râlé à l'époque. Vous voyez, je joue aussi un peu, parce qu'on a repris aux régions l'apprentissage et on l'a reconstruit avec les branches du monde économique. Nous sommes passés de 290 000 à 720 000 apprentis cette année. Et nous pouvons du coup nous fixer un objectif, aller jusqu'à 1 million d'apprentis. Et on peut se fixer l'objectif du plein emploi. C'est extraordinaire ça. Qui aurait pu penser il y a 5 ans que sous un prochain quinquennat on pourrait viser le plein emploi dans notre pays? Personne. Mais si nous le visons aujourd'hui, ce n'est pas un argument de campagne, c'est parce que nous avons déjà fait la moitié du chemin. Et ça, c'est extraordinaire. Vous éviterez l'inversion de la courbe, on va être plus prudent. Mais on peut viser le plein emploi. Mais d'ailleurs, on avait appris la prudence, parce qu'on n'était pas rentré avec des objectifs statistiques chiffrés. On a juste dit on va tout faire pour redonner du souffle à l'emploi. Et d'ailleurs, contre la gauche de Jean-Luc Mélenchon qui s'est mobilisée. Vous vous souvenez, les ordonnances travail, c'était le diable, on allait casser le droit du travail, ça allait être terrible, etc. Oui, parce qu'il y a des gens qui adorent le code du travail. Ce gros bouquin-là qu'on peut poser sur la table. Mais moi, je préfère que les gens aient du travail, tout simplement, plutôt qu'un droit au travail qu'ils ne peuvent pas avoir. Après la présidentielle et la législative, des députés En Marche sont inquiets pour leur investiture avec l'arrivée notamment de nouveaux partis comme Horizon d'Édouard Philippe ou Agir. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer, vous qui êtes leur patron? Mais d'abord, je dis que je soutiens tous les députés sortants qui veulent se représenter, qui sont légitimes et qui sont puissants sur leur territoire. Nous avons dans cette région des députés qui n'ont pas démérité, qui ont agi et donc ils ont mon soutien. Puis ensuite, il y a des circonscriptions de conquête. Et si dans l'élargissement politique dont on vient de parler, il y a à nouveau des femmes et des hommes qui peuvent nous permettre d'élargir la majorité présidentielle, tant mieux. Mon objectif est que cela ne se fasse pas par substitution. J'ai un bon député dans une circonscription des Bouches-du-Rhône, je le vire pour mettre un candidat qui, paraît-il, est meilleur. Non, moi je joue la carte de mais avec un possessif affectueux, député, dans cette région comme partout en France. Il va falloir faire des arbitrages quand même. On pense qu'à quelqu'un comme Bruno Gilles, ancien sénateur LR, aujourd'hui chez Édouard Philippe, qui va revendiquer naturellement une circonscription à Marseille. Comment on fait? Mais sur les circonscriptions qui sont des circonscriptions de conquête, je ne doute pas que nous puissions, avec les équipes d'Édouard Philippe, trouver le bon candidat. C'est notre objectif, qu'il y ait un seul candidat de la majorité présidentielle. Vous savez, moi j'ai appris d'Emmanuel Macron, et j'ai gardé une phrase qui nous est souvent en 2017, « N'ayez pas peur de travailler avec des gens plus intelligents que vous ». Parce qu'on a souvent ce réflexe de dire qu'une fois qu'on a pris un espace politique, il faut le garder pour soi. Bien non. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des femmes et des hommes qui nous rejoignent et qui veulent se battre pour porter le projet qu'Emmanuel Macron propose aux Français. Tant mieux. Si Bruno Gilles nous écoute, il va être content d'entendre ça. L'entretien se termine sur ces bons mots. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt sur les réseaux sociaux et dans le journal La Provence de demain.